On le dit souvent, à chacun son Everest, je sais pas trop ce que ça veut dire. On le dit souvent quand on est en haut de l'Everest d'ailleurs. Peut-être que dans Que t'es des zooms, ils vont peut-être m'aider. On verra. L'autre jour, j'ai escaladé une tas de gravier qui était derrière chez moi. Ouais. J'ai trébuché. Finalement, j'ai. Il vient déjà de boire, Rémi. Là, tu t'es éclaté, ça y est. Ouais, ça y est. En post-prod, on t'a mis un. Ouais, wow. T'es fragile quand même. Hein. J'ai pas bien entendu la phrase, moi. À chacun son Everest. C'est quoi le vôtre? Oh, allez, vas-y. Un tour d'Everest. On fait un petit tour de table d'Everest. Moi, je rêverais, mais c'est un truc inatteignable, ce serait de faire un tour du monde à la nage, tu vois. Un tour du monde à la nage. Ouais. Rémi, tu comprends ce que tu dis. Oui, On a exactement, Pas, on oui, n'a tout pas à du fait. tout les mêmes Everest. Quel est ton Everest à toi? Sortir mes poubelles de chez moi, c'est déjà superbe. Si je fais ça, c'est. Bravo. J'aurais gravi un step dans ma vie. Moi, mon Everest, c'est lui. Et c'est un personnage dans Pas de patrouille. C'est bon ça. Rémi, bienvenue dans ce bar. Merci. Où la consommation d'eau Oui. est Ouais. plus conséquente que la consommation. C'est ça. J'en ai vu d'autres, c'était pas de l'eau. J'imagine que t'en as vu d'autres. Rémi, à travers cette phrase, on n'a pas du tout compris quel est ton métier pour l'instant et quel est ton domaine d'expertise, car je rappelle le concept de cette chaîne et de cette vidéo. Un domaine d'expertise, une activité basique. L'activité basique aujourd'hui, c'est du jardinage. Nous allons jardiner. Avec qui? Avec Rémi. Rémi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aventurier explorateur. Nathan Drake. C'est ça, Par exemple. Par exemple. Donc tout ce qui est temple Maya avec des pièges à l'intérieur. Ça, c'est Indiana Jones. Qu'est-ce que tu explores? Où est-ce que tu vas? J'ai fait ma première aventure en 2011 et j'ai traversé l'Australie en courant. On rappelle que c'est quasiment un continent. Juste comme tu l'as dit là, on dirait qu'il y avait deux bols. C'était en courant et Australie. L'Australie, c'est un pays continent. Ça fait 3000 km, non? C'est 4000 par 4000 à peu 4000 près. par 4000, c'est un beau Exactement. carré. Je suis parti de Melbourne et j'ai couru tout seul, sans assistance, pour aller jusqu'à Darwin, pour aller rencontrer des aborigènes. Est-ce que pendant que tu étais avec eux, tu courais? Tu t'arrêtais pas? Non, je t'avais me quand suis même arrêté, ouais, des j'ai- petits, ok. J'irai dormir chez vous, mais en courant avant. Voilà, absolument. J'irais courir chez vous. 4000 km en courant. Voilà. 5400. 5400? Bah oui, parce que je suis parti du sud, après j'ai fait un détour pour aller dans les communautés aborigènes pour Je revenir. t'ai permis un petit kiff quand même. C'est 2 allers-retours Marseille-Lille, si jamais les gens. Hein. Marseille-Lille, C'est à peu près ça. tu reviens, et puis tu le refais une fois parce que c'est marrant. Combien de temps ça a pris? Ça m'a pris 100 jours, 3 mois. ouais, un peu avec plus. ma petite remorque. J'ai cru entendre avec ma petite copine, mais pas du tout, c'est pas Non, le non. projet. c'est Non, pas le- non, non. Tu tires une petite remorque avec toutes tes affaires parce qu'un sac à dos pour 3 mois, c'est même pas la peine. Non, et puis après, faut emmener la flotte. Je consommais entre 20 et 25 litres d'eau par jour, donc ton sac à dos, c'est pas suffisant. Donc comme les explorateurs d'Arctique qui tirent leur poulka sur les glaciers, toi c'était un Exactement. remorque sur roue. C'est ça. Il y a des endroits en Australie où ça rigole pas les territoires du coup des locaux, où il faut demander des autorisations. Ouais, alors ça c'est clair. Tu peux pas arriver avec ta remorque et salut quoi. Non, tu peux pas faire ça. Et puis en plus, tu les sens vraiment méfiants. Bah, toi, les Blancs sont arrivés en 1789 avec le capitaine James Cook. Ils sont arrivés sur Sydney. Les aborigènes étaient des gens très ouverts, très pacifiques. Ils acceptaient facilement les gens. Sauf que les Blancs ont commencé à coloniser l'Australie. On l'a fait pas mal de fois ça. Ça, on l'a fait à plusieurs endroits. Ils les ont mis dans des communautés et tu ressens cette pression quand tu rentres dans les communautés. Comme si tu Comme- grappillais encore du Ouais, territoire. puis t'es là un truc et ça casse un truc. Et quand je suis arrivé, moi, à Kaltukatjara, donc la première communauté que j'ai visitée, je me suis posé devant la supérette. La plupart du temps, les gens tournent autour de ça. Mais comment ça, il tourne autour de la supérette? C'est le clocher quoi. Ouais, exactement. Il reste vraiment autour de ça et ça va pas plus loin, tu vois. Et je me suis posé à la supérette et je suis resté assis comme ça. Et tu voyais les aborigènes qui passaient en voiture, méfiants, et qui te regardent, tu vois, du coin de l'œil. Mais personne ose s'arrêter pour te parler parce qu'ils sentent cette méfiance de dire mais qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là, et pourquoi il est là. Ma prochaine aventure que j'ai faite quelques années après en Asie du Sud-Est, t'as pas ça, quoi. Tu rencontres les gens, au bout de 2 minutes, on t'offre une bière, au bout de 7 minutes, on t'offre de l'alcool de riz. Et C'est toi qui as dû faire le premier pas du coup. j'ai fait le premier pas et après tu les laisses venir. La plupart du temps, les hommes viennent en premier et une fois que c'est plus ou moins accepté par les hommes, les femmes viennent avec les enfants. Dès que tu arrives à avoir la sympathie des hommes, généralement il y a un truc qui est cassé, ça va directement, tu peux parler aux femmes, aux enfants et là tu t'éclates. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit résumé de toutes les aventures marquantes que tu as fait dans ta vie? Alors j'en ai fait que 3 marquantes. J'ai traversé l'Australie en 2011 en courant. Ensuite j'ai descendu le Mekong en hydrospeed du Tibet jusqu'au Vietnam. C'était quoi? C'était un. En fait, j'avais suivi l'aventure de Mike Horn il y a très longtemps qui avait descendu l'Amazonie avec un hydrospeed. Alors hydrospeed, on a l'impression que c'est un truc à moteur, pas du tout. Hein. C'est un gros bodyboard de rivière quoi, un peu protégé, genre. T'as les mains à l'intérieur. Il n'y a pas de moteur et tout. Parce que hydrospeed, t'as l'impression que c'est genre. Non. Donc tu as descendu le Mekong, qui est un des plus grands fleuves du monde en Asie du Sud-Est. Du Tibet jusqu'au Vietnam. Déjà, je savais que ces deux pays n'étaient pas à côté, donc ça veut dire qu'entre les deux, c'est 4400. Ouais. 4400, ouais. 4400. Et après, en 2018, j'ai fait un tour de France à la nage. J'ai fait Dunkerque, Hendaye, la dernière ville française. Après, on a coupé dans les Pyrénées. Et puis, j'ai fait Cerbère jusqu'à Monaco. Joli palmarès. Et après, entre les deux, tu te fais des petits kiffs. C'est quoi tes vacances? Alors, mes vacances, ça dépend. J'aime bien faire des stages de survie. Chasser à l'arc, enfin bref. Voilà, c'est ça, manger des lapins crus, tu vois, des trucs à la con, quoi. Tu vois. La première, c'était en 2011, donc ça fait à peu près 10 ans que tu fais ça. Si tu prends la partie de préparation, ça fait 12 ans que je fais des aventures. Voilà. Donc pour préparer quelque chose comme l'Australie ou comme le Mekong, c'est combien de temps avant que tu commences à préparer? L'Australie, ça m'a pris 8 mois parce Ok. que avant j'avais un vrai métier, tu vois. Et j'étais maître d'hôtel dans la restauration. Ah oui, c'est différent. Ok. Donc j'avais rien à voir
dans l'aventure, Ok. quoique c'est un peu de l'aventure aussi, la restauration. Ouais, ouais. Il fallait que j'apprenne à courir. Donc j'ai d'abord appris à m'entraîner, faire de la course à pied pour l'Australie. Donc j'ai mis 8 mois pour faire cette préparation. Donc, comment tu t'entraînes pour faire ça en France? J'avais pas de coach, j'avais personne qui était là pour m'aider et j'ai eu une chance inouïe de ne pas me blesser pendant les 8 mois d'entraînement parce que j'aurais pu vraiment avoir des tendinites, des trucs horribles et j'ai rien eu. Et je faisais 20 km de course à pied le matin avant de prendre mon service. Après je faisais le service, j'allais à la salle de sport l'après-midi parce qu'il fallait que je puisse tracter ma remorque qui faisait 40 kg. Et ensuite je faisais le service du soir et après je mettais mes baskets et je partais courir le Tu soir. avais déjà en tête que tu allais avoir une remorque, que tu allais avoir un... Ouais, j'avais déjà tout préparé mon truc, je savais comment ça allait se passer effectivement. Ouais. Avant ça, tu courais pas. Bah tu sais, je faisais un truc genre tu partais courir 5 km avec les copains, c'est drôle, on rigole et voilà quoi. Bon. Mais fréquence, Truc, genre une fois par semaine. Ouais, une c'est tout, fois- ouais, c'était ok, vraiment ok. un truc basique. Donc, Et donc depuis 10 ans, tu t'es dit, je vais être en CDI avec la planète Terre. c'est ça, voilà, je vais devenir aventurier explorateur. Je vais tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors effectivement, il y a des hauts et des bas. Trouver des sponsors, ça peut prendre du temps. Il faut sensibiliser, il faut marketer ton produit, qui tu es. Et franchement, ça prend du temps. Mais je peux dire maintenant que je suis fier de pouvoir vivre de l'aventure de l'exploration au quotidien. Bah, du coup, justement, comment t'en vis de tout ça? Là, il y a la partie sponsoring, ambassadeur avec des marques, etc. Après, il y a la partie stage de survie que je donne en France, mais également à l'étranger, comme en 2019 où j'ai emmené 6 stagiaires à la rencontre des aborigènes en Australie. Donc, je leur ai dit, vous allez rencontrer les aborigènes que j'ai vus en 2011, mais vous allez en chier pour aller les rencontrer. Vous allez faire 400 km à pied et vous allez vraiment comprendre ce que c'est que de vivre dans le bush australien sous 50 degrés de température. Je fais de la conférence en entreprise, du team building et puis après, tout ce qui est conférence, mais dans les écoles, parce que toutes mes aventures que je mets en place depuis 12 ans, c'est vraiment axé sur l'écologie et la préservation de la planète et principalement l'eau. J'en ai vraiment bavé en Australie au point de presque crever du manque d'eau. J'ai bu ma pisse pour pas mourir dans le désert. Et en fait, ça m'a tellement bouleversé que je me suis dit, si ça, entre guillemets, que j'ai vécu pendant 100 jours de traversée, il y a sûrement des gens, c'est toute leur vie, ils doivent se battre pour avoir un accès à l'eau. J'en ai fait mon cheval de bataille sur toutes mes aventures. Donc je fais beaucoup d'interventions dans les écoles parce que je suis persuadé que les enfants, en fait, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite de demain et il faut leur enseigner toutes ces choses-là pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et attends, je fais aussi une parenthèse, j'ai un masque parce que j'ai des petits symptômes. Je suis négatif, mais je ne prends aucun risque, donc c'est pour ça que j'ai un masque et pas Jordan et pas Rémi, juste, je voulais le dire. Parce que sinon, les commentaires, ce sera Moi, je suis positif. pourquoi tu m'as regardé de manière étrange, tu m'as regardé comme un Covidé. Voilà, t'as commencé par les pieds, puis t'es passé à la Oui, tête. c'est vrai, putain, je t'ai jugé. C'est pas grave. Non, je te dis la vérité, j'ai jugé. Qu'est-ce qui nous sort là? Je l'aime Aucune pas idée. celle-là. Je vous le dis. Hein. C'est une mauvaise arbre qui a essayé d'être stylée. Elle est quand même vachement stylée. C'est un renoncule en peau. Ah Ouais, renoncule ouais, en peau. pas envie. Une cinéraire maritime. Comme ça, au petit déjeuner. Ça, ouais, bah, ouais, tu peux goûter. Ça Hein. haché et tout, c'est Mais il y en a génial. 200, ça. Patate, navet, Et à la fin de la vidéo, ça aura éclos. Hein. Caresse. herbe. Ouais, c'est... Vraiment de la pelouse. Qui a envie d'avoir chez soi un pot de pelouse? Faut vraiment habiter à Paris et plus savoir quoi faire, tu vois. Boum, le clash. Non mais Ah, c'est pas grave, elle est par terre, c'est de la pelouse. je suis pas sûr qu'elle pousse dans les lattes synthétiques du studio. Bah c'est pas mon élément là, je le dis direct. Je sais bien, mais voilà vos outils. C'est parti, Jardinons avec un aventurier explorateur, c'est le projet. Oui, en fait on t'a contacté hier parce qu'il y a une annulation, on va être honnête. Oui, il faut le dire. C'était pas au courant hier matin que tu allais être ici. Exactement, et c'était juste improbable parce que demain je pars récupérer un véhicule de mon partenaire. Samedi, je charge le véhicule et dimanche à 10h30 du matin, je descends la Saône et le Rhône à la nage en guise d'entraînement. Donc c'était là que tu pouvais pas faire mieux. Toi. En guise d'entraînement, un chouille insolent. un peu insolent. Ouais. Moi, j'ai un entraînement tout à l'heure avec mon coach, mais c'est 1 heure dans la salle. Et après, c'est pour la prochaine aventure qui sera en septembre 2022 qui consiste à faire la traversée Calvi-Monaco à la nage. C'est la même distance que ce qu'a fait McFly et Carlito à la rame. Sauf que je le fais à la nage, mais en totale autonomie et sans assistance. Donc je construis une plateforme que je vais tracter. Tu te fous de ma gueule. Non, pas du tout. Hein. Non, c'est vrai. Tu vas traverser la Méditerranée à la nage. Il y a quoi? Il y a 120, 150 Il y a km? 180 km et puis après avec les courants, les vents, etc. Puis le fait que tu peines à trouver ton cap, bien entendu. Ouais, tu je dois pense qu'on va bouger, faire du 220 bornes. Quoi. Donc j'ai estimé entre 8 et 15 jours. 8 jours si c'est calme et 15 jours si je vomis. Tu penses que tu peux avoir le mal de mer en nageant? Ah bah sur le Tour de France à la nage, j'ai nourri les poissons. Moi. Ah, t'aimes souffrir. C'est moi ou Jordan il utilise une coque de téléphone pour faire un trou. C'est pour lancer le sponsor. Mec, tu vas très loin dans le... Ouais. T'es en train de planter une coque. Mais attendez, mais ça a poussé là. Oh, Tu devrais faire un croisement parce que je pense que ça peut pousser si tu rajoutes une petite plante avec. Tu penses que si je mets un bulbe, j'ai Ouais, un je truc, pense que tu peux avoir une coque de couleur des fois. Mais la petite boule là. Je vais d'abord lui transmettre une émotion à cette graine. Cette baie, je vais la mettre dedans et on verra ce qu'il en sort. Je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui. tu l'as planté.
C'est que ça, c'est typique d'un jardinier. C'est la première fois qu'il y en a un de nous deux qui s'y connaît dans l'activité, quoi. Ah ouais. Oh, génial. Ça va à une vitesse. Tu vois, et après, tu as toujours un petit peu de terre. Donc, vous pouvez la faire vous-même chez vous, votre coque. Et celle-là, elle a poussé en toute transparence. Et bah, tu vois, regarde la baie. On avait dit aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, tu vois. Ça fait apparaître un truc par rapport à l'émotion. Ah ouais, c'est impressionnant. Pas aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais pas vous révéler mon secret, mais c'est une voix off qui va le faire à ma place. Bonjour, bonsoir. Comme Jordan, vous pouvez vous aussi avoir une coque clear case 100% transparente avec des motifs en surimpression. Vous avez aussi le choix avec le Solid Suite ou le mode NX sur lesquels vous pouvez avoir différents types de customisation, comme par exemple le photocollage ou le lettrage en couleur or et argent pour la marque Premium. Comme d'habitude, vous avez toujours les licences comme One Piece, Naruto Shippuden, Pixar, Harry Potter et bien d'autres. Les possibilités de personnalisation sont donc infinies et surtout disponibles pour tous les types de protections aussi résistantes les unes que les autres. Profitez de moins 10% pendant 48 heures sur tout le site avec le code Pot de Fleurs. Bonne fin de vidéo. Rémi, j'ai un truc qui me vient en tête tout de suite là. Traverser à la nage des choses, moi j'ai la phobie des méduses. Et pourquoi? J'en ai aucune idée, voilà. Toi, j'ai une anecdote vraiment qui était très très drôle sur le Tour de France à la nage. Mon partenaire m'a envoyé des combinaisons exprès pour la nage, tu vois. Je dis à Mako, c'est génial, quoi. Mais il y a une petite problématique, c'est que en fait, quand je faisais la descente du Mekong, ben, je me pissais dessus toute la journée. Parce que tu vas pas t'arrêter toutes les 5 minutes pour enlever ta combi. Donc ça gonfle dans la combi, du coup? Non, ça te fait un truc qui te coule le long des jambes, sauf que l'urine, bah, ça se transforme un peu comme de l'acide et ça tronge. Et c'est juste ignoble. Donc une fois, 2 fois, c'est rigolo, c'est chaud. C'est rigolo. Ouais, c'est pisser dessus, c'est rigolo. Ouais, tu dis, ah, c'est sympa. Bon. On retiendra que ça. Et du coup, vu que j'avais pas envie de revivre cette expérience, j'ai demandé à mon partenaire, je fais, vas-y, il faut que tu puisses adapter les combinaisons. Sauf qu'on n'a pas pu le faire tout de suite. Et mon vidéaste qui m'accompagnait, Valentin, 21 jours après le départ, donc du 1er juin 2018, on reçoit un colis et je le vois avec sa caméra en train de me filmer. Je fais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il fait, non mais vas-y, je pense que ça peut être très drôle. Donc je sors la combi et en fait, ils avaient juste fait un trou et ils avaient collé un truc en néoprène. Comme une durite et bon bah tu l'enfiles quoi, qui te permet de pouvoir pisser dans l'eau. C'est une chaussette de... Ouais, chaussette de bite. Ah, voilà, voilà. Donc on appelait ça la combite. La combite, ah oui, grand plaisir. J'expliquais, je fais mais ça c'est génial quand t'es un nageur par exemple ou un plongeur qui va faire de la chasse sous-marine. Peu importe, tu vois, c'est cool, tu sors sur le parking, t'enlèves ton truc, tu repars et cool, impeccable. Attends, je fais une parenthèse, mais toute idée qui consiste à faire dépasser ton pénis dans un milieu sauvage et hostile, je trouve que c'est une mauvaise idée. Ça te fait une dérive. Pour garder le cap, c'est mieux. Exactement. D'accord. Et donc j'avais ce joli truc toi qui était entre les jambes, c'était super, sauf que quand tu sors de l'eau et que tu as les journalistes qui sont là, les parents et les enfants, tu as des enfants qui venaient, mais bon quand tu as des enfants qui viennent, c'est qu'ils se mettent autour de toi comme ça, tu te retournes, bim, bon. Et nous, notre sponsor, il va pas suivre là-dessus. Hein. Non, notre sponsor, je suis pas là-dessus. Les cons, ils s'en bat les couilles. La communication et l'image comptent quand même si t'es le plus souvent en train de nager et que... Mais à un moment donné, tu dois sortir. Absolument, le but, c'est que tu vas pas rester toute ta vie dans l'eau. Je peux te designer un truc s'il faut. J'ai l'idée. J'ai peur, mais vas-y. Non, il faudrait que la durite soit à l'intérieur. Mako, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être regardé cette vidéo. Je vous invite à tester un truc. L'intérieur, en fait, tu crées une petite poche. Comme une poche de jean, tu sais que tu as sur les côtés là. Il est en train d'inventer la poche à pisse là, t'es en train d'inventer la poche à pipi. Pas du tout, attends, c'est encore bien mieux. Là, tu as une poche là. Tu la mets horizontalement. Tu mets sur le côté. Il y a un tuyau au bout et il y a une évacuation sur l'épaule. Qui te propulse. Ça te propulse pas, mais. Le mec, c'est une expérience scientifique. Non, mais quand tu nages, tu fais pipi et en même temps tu tapes. T'as inventé un jetpack à pisse. Bon, Jordan, j'ai trouvé mieux. J'aurais dit, il faut mettre une fermeture éclair. Faut faire une conzip. Et bah, c'est super en fait, ça règle le problème. Donc on revient au truc des méduses. J'étais au large du Cap d'Agde et mon photographe voulait monter sur le bateau au Cap d'Agde. Il voulait me prendre en photo. Et à un moment donné, il voit une méduse. Il fait, vas-y Rémi, attrape-la, qu'on puisse prendre des photos, ça a l'air cool. Je m'approche et tu tapes sur la méduse, tu sais, pour qu'elle puisse faire un flip. Tu l'attrapes sur la coupole, puis après tu peux la prendre, tu vois, il n'y a rien du tout. Oui. Donc je la rapproche, il prend des photos, et quand tu la sors hors de l'eau, tu as l'impression que c'est un truc qu'a vomi, tu vois, ça ressemble à rien. Donc je suis pas terrible. Beau, quoi. Ouais, c'est pas beau. Donc il me dit, faut trouver autre chose. Donc je la remets à l'endroit, et je dis, j'ai une idée. Et je la pose sur le haut de ma combi, tu vois, et je m'accroche au bateau, et je me hisse un peu plus sur le bateau, et donc il prend les photos. Donc c'était avec un petit airbase, ce qu'ils appellent les Inflatable Rescue Boat de la SNSM, les bateaux orange. Et il commence à prendre les photos. Il fait, trop bien. Et là, la méduse glisse et tombe au niveau de mon bassin. En fait, la fermeture éclair que j'avais sur la combinaison qui me permettait de pouvoir pisser dans l'eau facilement, la méduse est tombée à cet endroit-là. Et là, tu as tout le truc urticant de la méduse qui est passé au travers. Et après, tu es dans l'eau, tu es là. Ouais, là, tu viens de me raconter un cauchemar que j'aurais pu faire. Et après, pendant 6 heures, t'en as 2 rouges incandescentes. Et tu continues de nager à ce moment-là? Ouais. D'accord. Tu es piqué par une méduse à la tub. Et tu continues de nager pour. Tu continues de nager, pourquoi rentrer à la Combien de maison temps après derrière t'as nagé? Il y avait 6 heures encore. C'était la fin quoi. Ah non, il restait encore pas mal d'étapes, parce qu'on était que au Cap d'Agde et on a
fini à Monaco. Donc, T'as traversé l'Australie de haut en bas, t'avais 99,99% de chances de rencontrer des animaux qui sont mortels. Du coup, est-ce que t'es tombé sur ton chemin sur des animaux? j'ai attrapé un brown snake. T'es pas contenté de l'éviter, tu l'as attrapé? À un moment donné, tu te poses la question entre ta survie, ta faim, enfin tu vois, faut trouver le juste milieu. Il n'y a pas de supermarché à côté, quoi, donc il fallait que je trouve un truc à bouffer. Ah, ok. Et du ok. coup, le serpent te permet d'avoir Attends, t'avais tellement faim que tu as vu le serpent le plus dangereux du coup. l'un des plus dangereux. Ouais. Et tu t'es dit, je vais le bouffer quoi. Ouais, mais j'en parle souvent avec un pote, Damien Lecouvet, qui est un très très grand herpétologue. Un pétologue? Non, pas pétologue. On a compris putain. pétologue. Je fais appel à vous, est-ce que c'est grave à 26 ans encore? Non, j'espère vraiment que dans Non, 10 ça ans va ça me fera encore rire un pétologue. Victoire Maquillage, elle est pas d'accord, elle dit non, c'est bon, moi un mec comme ça dégage quoi. Donc herpétologue, c'est celui qui. Travaille sur les serpents. Juste sur les serpents. les reptiles, si tu veux. Ah, ok. T'as un goût de quoi Ouais, c'est C'est un goût de poulet, un peu. un peu Ah ouais. plus fort que le poulet, non? Ouais, c'est ça, un petit peu plus costaud, tu vois, mais Donc, c'est. Tu l'as piqué comme Bear Grylls Man vs Wild. Il fait comment lui? Il voit un serpent comme ça, il demande à son 8e assistant réalisateur: Hé Frédéric, j'ai peur du serpent là, ah là là. Et le mec arrive, il capture le serpent, ils sont 8, et après ça cut bien sûr, et après il est là en train de le manger, en mode je l'ai capturé. On peut en parler parce que du coup, quel est ton avis sur d'autres explorateurs, genre Bear Grylls justement, qui est très médiatisé, qui fait des émissions où les gens disent ça, c'est génial. Pour moi, c'est un excellent présentateur. Le mec est oufissime. Il a un truc, et il arrive à faire passer des émotions avec dans tous ces trucs, quoi. Il a dû inspirer des vocations. Mais complètement. Il n'aurait pas été là, on n'aurait pas réussi à avoir toute cette visibilité autour de l'aventure et de l'exploration, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à démocratiser le truc avec le Men versus Wild. Quels sont les explorateurs, même très anciens ou modernes, qui t'inspirent ou qui t'ont peut-être même fait t'intéresser à ça ou pas du tout, je sais pas. Alors moi, il y en avait un que je trouvais vraiment impressionnant. C'était Sir Edmund Hillary qui a gravi l'Everest. Sir Edmund Hillary, et puis il y avait son Sherpa Tenzing. Et du coup, pour moi, c'était vraiment des références sur le fait d'aller explorer les premières choses, tu vois, que personne n'avait tenté auparavant. Moi j'ai planté les pots comme ça témoigne de ma connaissance. Mais tu fous le pot entièrement. J'ai mis le pot entièrement dedans. Ah oui, il est ravagé, lui. Ouais, un petit peu. Le plus connu, que tout le monde connaît, qui est donc Mike Horn, que tu connais également, qui a fait des aventures de ouf aussi, et qui a permis voilà, de faire connaître l'activité de l'aventure et de l'exploration. Et puis après, nous, on n'est pas beaucoup dans notre domaine, mais Au monde, tu penses qu'il y a combien de personnes qui font exactement ce que tu fais? je te dirais peut-être 150, 200 personnes, je sais pas exactement. Et c'est quoi qui a été le déclencheur de te lancer dans des défis pareils? En 2010, j'étais donc maître d'hôtel dans un restaurant à Thoiry. Ma maman m'a proposé de partir avec elle en Bretagne, et ma mère adore les brocantes. Moi, je déteste ça. Je sais pas comment ça va te mener au bush australien, mais j'ai hâte. Et du coup, on se retrouve sur une brocante de 700 exposants. Je laisse ma mère se promener. Moi, je vais au bar descendre quelques bières en attendant. Et en fait, pendant que je recherchais après ma mère, après avoir bu mes quelques bières, je tombe sur une femme et en fait, elle vendait toute sa collection de bouquins. Et j'ai regardé ce qu'il y avait. Et il y en avait un, c'était Au cœur des Amériques, d'un franco-marocain qui a traversé donc l'Amérique d'Alaska à Terra del Fuego en courant. Il a écrit son bouquin, donc Au cœur des Amériques, 24 000 km en 1 an et demi. J'ai acheté le livre sur la brocante. Je suis rentré le soir donc dans la petite maison qu'on avait pris en location. T'avais pas du tout l'esprit Ah non, aventureux non. à ce moment-là, juste tu vois un livre, tu te dis oh ok sympa. C'est ça. m'intrigue. Après, j'avais déjà fait quelques voyages. Tu vois, j'avais vécu en Nouvelle-Zélande, j'avais vécu en Pologne, je vivais en Angleterre un peu, donc je connaissais, tu vois. J'aimais bien les voyages, mais jamais je m'étais projeté de me dire je vais faire ça, tu vois. Et j'ai acheté le livre, je suis reparti dans la maison, on a mangé le soir et après je me suis couché. En fait, j'ai lu le livre toute la nuit. Et le lendemain, j'ai dit bah moi je fais ça aussi. Et c'est comme ça que ça commence. Et j'ai dit il a traversé un pays, un continent en courant, bah je ferai la même chose. Mais tu voulais pas aller à cette brocante de base? Pas du tout. Ouais, non, C'est ouf. Moi, j'ai envie de revenir sur l'expédition qui est à venir, qui est folle, où tu nages en tractant une plateforme, qui est en fait ta maison pour les 15 jours de traversée. Donc ça veut dire que le soir, tu regrimpes sur ta plateforme, qui ressemble à quoi? C'est un radeau de survie, c'est quoi? c'est un truc sur une base de catamaran, avec une cellule de vie à l'intérieur. C'est le moins difficile possible à tirer, en gros. C'est ça. C'est combien de kilos? Je pense que le tout chargé, si on arrive à tourner autour de 150, 200, ce sera. Voilà. Ah ouais, quand même. Mais Ouais, quand c'est même. bien déjà. Hein. Et tu penses que tu arriveras à nager à combien, même si t'as pas fait encore les tests? Déjà, sans rien, tu nages à combien? 3 km/h et voilà, tranquille. Donc avec ça dans le dos? Je pense que si j'arrive à faire du 2 km/h, je serais content. Ah ouais, ça t'enlèverait que 30% de ta vitesse, quoi. Ouais, je pense que ça ira pas plus loin que ça. Donc ouais. 2 km/h, ça fait même pas 0,7 nœuds. C'est-à-dire que si tu as du courant dans la tête, tu vas nager, mais en vrai, tu reculeras, quoi. Calvi Monaco, tu as un courant qui est propice dans le bon sens. Après, la seule chose qui va être chiant, c'est le vent que tu peux avoir de face, quoi. Qui lui va en fait surtout impacter ta remorque, parce que toi ça va. Là t'es complètement solo, t'as pas de. Si j'ai un bateau qui accompagne pour la sécurité, pour éviter que les autres usagers de la mer soient en train d'écraser le mec qui est en train de nager, quoi. Et quand tu dis sans assistance, ça veut dire que personne va te ravitailler, personne va te donner à manger, à boire. Ni un cap, ni rien du tout.
Voilà ma composition. C'est dégueulasse. Voilà la mienne. En vrai, je trouve que l'herbe, c'est un des trucs les plus beaux. Hein. J'arrive, hein, j'ai presque fini. Ah ouais, non mais là, t'as vraiment fait le... Ah ouais, très cool. Ouais. Moi, ça me passionne ce truc de... Parce que c'est ce que je préférerais faire, parce qu'après, nager pendant 200 km, c'est pas mon délire. Préparer, en fait, et participer à la conception, c'est vraiment de la recherche et développement, c'est passionnant. Ça t'intéresse cette phase-là ou t'as juste envie de partir? Non, pas du tout. C'est la partie que je trouve est frustrante parce que c'est de l'ascenseur émotionnel. Tu sais jamais si on va te dire oui, si on va te dire non. Mais d'un autre côté, c'est la partie qui est excitante parce que tu rencontres plein de gens. Même si moi je nage, le RD, tu vois, le développement, tout ça, enfin moi j'y connais rien. Moi, l'aventure en elle-même, c'est ce que je dis, il y a un mec qui nage, mais on est toute une équipe. Il n'y a pas mes partenaires, il n'y a pas les gens, le public, préparateur physique, mental, enfin s'il n'y a pas toutes ces personnes qui sont là, mais j'y arriverai jamais, c'est impossible. En fait, c'est parce qu'il y a toutes ces personnes qui te poussent au cul, qui t'encouragent, les enfants avec qui je travaille, avec toutes les écoles pour sensibiliser sur la problématique de la pollution en mer, enfin, c'est tout ça qui donne un sens. T'as combien de personnes qui t'aident? Là par exemple sur la prochaine, t'as combien de personnes qui travaillent avec toi? Combien de personnes qui travaillent à plein temps avec toi toute l'année? À plein temps, on peut pas dire à plein temps, enfin je suis pas, j'ai pas assez de finances pour dire que je prends des gens à plein temps, mais c'est que des freelances, des gens qui viennent, on a, je sais pas, on est peut-être une petite douzaine, tu vois, à travailler au quotidien sur ce projet-là. Et puis après, avec les partenaires, avec les enfants, là, je croise les doigts pour que le projet puisse passer du département sur la région, ce qui nous permettrait d'avoir encore plus d'écoles, parce que je travaille avec les MFR, les maisons familiales rurales. Tu parles beaucoup de l'eau, tu nages. J'ai appris parce que je voulais faire le Mekong à la nage. Je ne savais pas nager avant. Je savais faire 25 mètres de brasse à la piscine. J'ai imaginé tout mon projet et à un moment donné, je me suis dit, pensez à apprendre à nager. Ouais, ça sera peut-être bien ça aussi, ça. Mais ce qui est intéressant sur la nage, c'est que tu évolues dans un milieu qui a toutes sortes de formes. Elle peut être liquide, elle peut être dure. Tu l'as connu avec Mike, tu vois, mais quelque chose d'extrêmement froid, qui peut être coupant, qui peut être dangereux. Ça peut être sous forme de vapeur, donc extrêmement brûlant. Et en fait, tu peux l'avoir sur tous ces états. Tu viens un matin, tu vas nager, ça va être pétole, ça va être génial. Le lendemain, tu reviens et là, tu as 2 mètres de creux. Et tu sais pas pourquoi. C'est comme ça a complètement évolué. Et pourtant, tu viens nager toujours au même endroit. On parlait de Everest tout à l'heure, donc ça, c'est une prochaine aventure. Mais je sais pas quel âge t'as, mais ça se voit que tu as encore de quoi faire plusieurs aventures. C'est quoi le truc de fou où tu te dis, Rémi, t'es peut-être un peu con? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de faire un tour du monde à la nage. Tour du monde à la nage, ouais. Ça n'a jamais été fait. Bah ouais, mais ça reste même presque impossible à réaliser. T'aurais 4 ans de nage au quotidien. Le plus que j'ai fait, c'était entre la Tremblade et l'île d'Oléron. Quand tu sors, donc t'as ce qu'ils appellent le Pertuis. Dans la Rochelle, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça se vide et ça part rejoindre l'océan. Et on avait 8 sur l'échelle de Beaufort. Donc c'est une échelle au niveau des tempêtes, des conditions climatiques, mais liées à la mer. On a pris la mer et j'ai fait la Tremblade pendant 6 heures, donc en utilisant la marée descendante pour sortir du Pertuis. Et ensuite, on a réussi à choper la marée montante pour rentrer, parce qu'on devait, notre point d'arrivée, c'était Royan. Et donc, il fallait qu'on puisse rentrer dans l'estuaire de la Gironde. Et là, on a fait des creux de à peu près 4 mètres. Là, t'avais le mal de mer? Alors, t'as pas le temps d'avoir le mal de mer au début, parce que t'as juste la trouille de crever dans la flotte. T'as peur de quoi? D'aller sous l'eau, qu'on te voit plus et que tu dérives et que tu sois loin du bateau de sécurité? Le fait de voir les vagues dans tous les sens, tu penses juste à ta sécurité, à comment te placer, etc. Parce que c'est quoi les erreurs que tu peux commettre et qui font que c'est la merde très rapidement? Tu peux te faire emporter et que le bateau ne puisse pas venir te récupérer. Yann, il s'est fait, à mon avis, quelques frayeurs parce qu'il a passé quelques vagues. Il pensait que la vague était beaucoup plus lisse derrière, sauf qu'à un moment donné, en fait, il a sauté au-dessus de la vague. Et quand tu vois l'IRB qui saute au-dessus de l'eau, comme ça, toi, tu t'arrêtes, tu vois le truc qui part. Mais comme dans les films, c'est au ralenti, avec le moteur qui est hors de l'eau. Et tu fais, ah ouais, le but du bateau de sécurité, tu sois ma sécurité. Parce que si je dois apporter assistance à la sécurité, il y a une problématique. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Le mec à la nage qui vient voir le bateau, vous avez besoin d'aide? Et arrêtez de faire les cons, hein. Vous êtes malade de sortir un bateau par ces conditions météorologiques? Ils sont exceptionnels. Ouais, la SNSM, incroyable. Vous pouvez faire des dons à la SNSM d'ailleurs, parce que c'est une association, je sais pas quelle est la forme juridique, on s'en fout, mais genre c'est pas l'État qui dit les secours, on paye les secours. Non, en fait, s'il y a des gens qui viennent vous sauver un jour parce que vous faites du bateau, c'est parce qu'il y a des gens qui font des dons derrière la SNSM. Donc je place. Je savais pas. Franchement, ça me fait flipper parce que, tu sais, genre sur mon bateau, sur lequel d'ailleurs on a une histoire à raconter un jour sur ce bateau. Tu sais, j'ai une radio au cas où, tu vois, et ça veille, tu vois, tout, mais à des kilomètres. Putain, oui. Ouais, bah c'est oui, bon, tu l'as cette anecdote. Et donc j'écoute en fait tout ce qui se passe, mais du coup à 50 km à la ronde. Et des fois j'entends des histoires parce que du coup quand il y a un mayday ou un truc, il y a un silence radio, t'as pas le droit de parler pour laisser la place au secours. Et t'entends des histoires, genre ok, il y a 2 touristes qui ont été en paddle sur un banc de sable, il y a la marée qui monte. Apparemment ils sont en détresse, est-ce qu'il y a des bateaux qui les voient? Là tu vois silence radio, il y a personne. Et là tu vois 15 minutes passer, ok c'est bon, j'ai repéré les touristes.
touristes, effectivement, il n'y a plus de banc de sable. Ils sont à l'eau et tout ça, ils ont dérivé de 150 mètres. Après, t'entends d'autres conversations, je les ai perdus, je les ai retrouvés, moi j'y vais, machin. Tu fais genre, attends quoi? Et toi, t'écoutes toute l'histoire. En fait, c'est un épisode. Faudrait laisser vraiment enregistrer à côté d'une VHF l'été. T'entends toutes les histoires de gens qui partent et qui se font avoir par des trucs basiques, tu vois, par les marées. C'est un bon moyen de sensibiliser. Hein, incroyable. Mais même, tu vois, sur les nageurs sauveteurs, vraiment écoutez-les quand vous venez sur les plages l'été. Vraiment important quand ils vous disent n'allez pas nager parce qu'il y a un banc de méduses, il y a 500 000 individus. C'est juste pas pour le fun, hein. C'est que ça pique. Il sait quoi il parle, Rémi? Bah, j'étais nageur sauveteur à la SNSM. Donc non, mais je parlais surtout quand tu t'es fait piquer la tête. Ah oui, oui, bien sûr, aussi. Ouais. Les gars, je suis super content de ce qu'on a réalisé. C'est une des activités les plus réussies. Après, c'était aussi très facile. L'activité, j'ai beaucoup aimé. Ça détend en vrai. Hein. Que là, on est beaucoup sur les lieux que tu explores. Et moi, j'aime bien le mental, pourquoi, la raison, comment c'est né. Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais eu du coup ce livre à la. Ça se trouve, si t'étais pas allé dans cette brocante, bah, tu aurais continué à te mettre d'hôtel et ça aurait été juste un rêve ou un truc auquel tu penses. Il y a peut-être une phrase qui t'a fait le déclic dans ce livre, il y a un truc, il y a un passage en particulier qui t'a fait faire un déclic. Le livre en lui-même, il te parle d'un mec qui a traversé l'Amérique en courant. Mais c'est pas le moyen de locomotion qui est fun, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin, sur le partage et les rencontres qu'il fait. Donc c'est ça, au-delà de l'activité physique, toi ce que tu cherches c'est l'expérience de rencontrer une communauté, de rencontrer un biome. C'est juste énormissime le partage que tu peux avoir avec les gens, que j'ai eu avec les aborigènes, que j'ai pu avoir avec certaines peuplades au bord du Mékong, qui n'avaient jamais rencontré un blanc de leur vie, ils te touchent la barbe parce qu'ils n'ont jamais vu de barbe, ils touchent les poils. C'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est sur le partage et sur les rencontres que tu peux faire. Ça c'est vraiment le truc extraordinaire. Ça passe avant le côté activité physique. Ouais, complètement. Et là, si tu traverses un océan, tu rencontres peu de gars qui disent. Exactement. Un aspect qui est très mental, le fait de nager tout seul en plein milieu d'un océan parce que tous tes sens sont perturbés. Tu n'as plus la vue n'existe plus parce qu'en fait, quand tu as la tête dans l'eau, tu vois juste des bulles et du bleu. Tu lèves la tête, il y a du bleu et du bleu. Le toucher, bah, c'est un peu comme du coton. Le goût, c'est iodé. T'as les muqueuses qui sont cramées, donc tu sens plus rien. Voilà. L'odorat, c'est pareil. Tu sens rien du tout, tout est plombé. Et donc tu te retrouves à avoir vraiment la seule chose qui permet de te raccrocher, c'est ta petite tête. Quand moi je faisais le Tour de France, tu vois, je faisais 12-13 heures de nage dans la journée. À quoi tu penses? Bah, en fait, tu t'amuses à faire des schémas de pensée. Donc des fois, je pensais à de la géographie, à de l'histoire, à de la politique, à des actus. Tu fais des séries Netflix, en fait, t'as ton catalogue. C'est un peu ça. Et puis quand ça va pas, tu penses à des soirées avec des potes, des blagues, des chansons, peu importe. Et tu pioches là-dedans et ça te permet de passer des moments quand ça va pas. Il y a une grosse partie qui tourne autour de la méditation. Pour les gens qui font de la course longue durée ou de la natation ou du vélo, on le ressent, c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression d'être en roue libre. Plus l'impression de pédaler, tu n'as plus l'impression de courir. T'es en pilote auto quoi. Voilà, et tu as juste l'impression d'être bien. Et moi, quand je nage, après un certain temps, en fait, je ferme les yeux et en fait, je nage plus, je suis presque en train de méditer. Et des fois, tu es à moitié en train de dormir sur l'eau. Mon père, il me parlait d'un truc, quand il était marin-pompier, il me disait que justement, il partait des fois en bouteille et puis il faisait les paliers de décompression, on appelle ça. Et du coup, il descendait, ça mettait beaucoup de temps, et même pour remonter et tout. Il expliquait qu'il y a un truc qui s'appelle l'ivresse des profondeurs. Exactement. C'est qu'au bout d'un moment, c'est tellement fou, et puis peut-être un petit manque d'oxygène aussi, enfin un petit peu de pression, tout ça. C'est déjà arrivé que des collègues à lui partent et fonce au fond, quoi. Juste parce que t'es happé dans le truc. C'est un truc super intéressant qui est lié à cet état mental dans lequel tu dois être pour faire un effort physique aussi fou que ça. C'est que du coup, tous les soirs, là, tu rentres et tu te replonges un peu dans le monde réel. Du coup, tu dois faire plein de rendez-vous, rencontrer la presse et tout. Et t'as peut-être pas envie parce que t'es dans ta bulle, t'as commencé ton aventure. Là, la prochaine aventure que tu vas faire, personne ne va venir te faire chier, hein, globalement. Exactement. Tu vas faire 180 km tout seul. Et tu préfères quoi, du coup? L'occasion de faire des pauses un peu tous les soirs et de se reconnecter et de faire des stratégies, c'est bien? J'aime bien vraiment être seul. C'est un état que je trouve très kiffant parce que mes aventures me permettent de faire passer des messages, mais surtout ça me permet également de me retrouver moi-même. T'en as besoin, tu le fais pour toi aussi, quoi. Exactement, c'est presque une thérapie, tu vois, t'as pas besoin d'avoir un psy, ça prend du temps parce qu'il faut l'organiser. Mais te retrouver en plein milieu du désert, en Australie, tout seul, tu poses ton cul dans le sable, tu fermes les yeux, tu sens l'air chaud, le vent qui passe, t'as les grains de sable qui volent autour de toi, qui viennent se poser sur ton nez, entre tes dents. Tu sens le sable chaud. Magnifique, ça. Tu fermes les yeux et en fait, t'es là, tu ouvres les yeux, tu fais, c'est juste trop kiffant. Tu sens l'air chaud qui glisse sur tes poils. Enfin, tu ressens vraiment ce qu'on appelle l'état de flow, F-L-O-W. En fait, là, pour le coup, c'est l'inverse de ce que tu disais par rapport à la nage. T'es très connecté avec l'extérieur, avec toi-même, parce que tu vis le truc là maintenant. Mais il faut avoir souffert avant pour atteindre ça aussi, quoi. Je sais pas s'il faut souffrir, mais le fait de chercher un peu les extrêmes,
de sortir, on en parle souvent, de sortir de sa zone de confort, hein, mais le fait d'aller chercher quelque chose que tu n'as jamais exploré, eh bien en fait, tu viens vraiment ressentir ce truc-là. Et moi, c'est une drogue de me retrouver dans cette position et de me dire, je suis juste trop bien. Du coup, ce qui est intéressant là, c'est que quelqu'un qui passe un CAP peut se dire, ou n'importe quoi d'autre, hein, qui a un petit objectif, son Everest à lui, s'il se dit, moi je suis pas capable de faire 2000 km à la nage. Quand tu as commencé et que tu as fait ta toute première expédition un peu folle justement, c'était quoi tes appréhensions? Est-ce que tu t'es dit, je vais pas y arriver? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu du stress? J'ai pas eu de doute parce qu'en fait, tu fais tellement presque de la programmation neurolinguistique, de la PNL avec de la visualisation. Et en fait, le jour où tu arrives à Melbourne avec ta petite remorque prêt à courir, mais en fait, la traversée de l'Australie, j'ai dû la faire 2000 fois dans ma tête la nuit en rêvant. En fait, je savais exactement comment ça allait se passer. Pour moi, ça c'est je savais déjà un grand secret. Et puis il y a un autre très grand secret, très important, c'est la préparation. Là, c'est une aventure, mais qui peut être risquée parce que tu pars dans des contrées lointaines, dangereuses. Mais la préparation est primordiale sur ta condition physique, mentale, l'équipement, la faune, la flore. Les outils qu'il te faut pour il faut tout. Ouais, ça, c'est les outils, les connaissances qui vont t'aider justement à avancer. Elle est à 70% sur de la préparation et tu as 30% qui est lié au hasard. Et après, chacun donne une orientation à son hasard. Il y en a qui vont j'ai la poisse, bah, c'est une orientation du hasard. Donc si tu dis que j'ai 30% de poisse, je te jure qu'il va t'arriver toutes les merdes du monde. Pensée créatrice. Exactement. Ouais, par contre, si tu dis j'ai 30% de chance d'y arriver, tu orientes ton mental sur de la réussite. Je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue et qui était pour moi mais juste improbable. J'étais en plein milieu de l'Australie, je traversais le continent et je prends ce qu'on appelle la Lecceter Highway, part vers Uluru-Kalachuta, le gros monolithe rouge qu'on a sur les belles cartes postales. C'est une autoroute. Exactement, ah ouais, c'est un truc, tu vois des camions monstrueux qui passent. Et j'étais en train de courir et j'étais comme ça et je rêvais d'un yaourt à la pêche. C'est con hein, comme truc. En courant. En courant. Et en fait, je visualisais le petit yaourt, tu sais, à la pêche. Crémeux, frais, onctueux, quand tu mets la cuillère dedans, le truc, t'as la petite goutte qui coule en dessous de la cuillère. Pardon, mais là où tu courais, je te coupe là, à ce moment-là, je suis désolé, c'est exactement le même truc chez l'ophtalmo quand il y a la montgolfière au bout de la route. C'est cet endroit-là, tu vois ou pas? Ah putain non. Ouais, quand ils font les tests de DNT chez l'ophtalmo, c'est cette route-là. Merci, personne n'a cette ref, au revoir, c'était Amixem Bouscavida. Il y a une voiture qui s'arrête, un gros Land Cruiser blanc, il y a une femme qui sort, son mari reste dehors, hop, enfin dedans, il m'accompagne après, elle ouvre, elle regarde dans la glacière, elle fait « Do you need anything, mate ?» Bah ouais, un petit peu d'eau quoi, ça serait cool de remplir tout ça. Donc elle me remplit toutes mes bouteilles d'eau, tous mes trucs, je fais ça c'est cool. Et puis ensuite elle ouvre la glacière Tu te fous de ma gueule. Et là la meuf elle me dit ah mais ça les enfants ils attendront bien 300 km. Et là elle me sort 2 yaourts liquides, un à la fraise et un à la pêche. Et je prends les deux trucs et je la regarde et je dis mais c'est une blague, ça fait 2 heures que je cours et je pense à ce truc là. Et là tu me donnes un yaourt à la pêche au milieu du désert là, et c'est vous qui vous arrêtez comme ça. Mais j'y ai tellement cru. C'est le désir profond. J'ai tellement eu envie de le bouffer ce yaourt. C'est la notion de désir si profond et si réel quoi. Enfin, et puis la visualisation. Vraiment, moi je suis très fan de tout ça et c'est un sujet que j'adore. J'y crois beaucoup. Mais justement d'avoir ce désir profond et en plus c'est dans un effort. Donc tu aurais pu penser à 1000 autres choses, mais là c'est ça traîne. Est-ce qu'il était aussi bon dans tes rêves? Ah, il était pas aussi bon. C'est ça le problème de la vie. C'est ça le problème de la visualisation. Les pêche sont jamais si bons comment on les imagine. Il était pas aussi bon parce que c'était un truc liquide, il était pas cool comme je le voulais, tu vois. Mais c'était un yaourt à la pêche. C'est un yaourt à la pêche, bien sûr. Et toi, sur le mental, tu peux venir le développer dans n'importe quoi. On en parle souvent en ce moment avec toi, la méthode Wim Hof, l'immersion en eau froide. Tu vois passer ça de plus en plus, les gens qui font de l'immersion en eau froide, etc. C'est un truc que je fais depuis longtemps. Et tu as vraiment cette sensation de dépassement physique et mental. Parce que de se retrouver en slip devant la rivière et l'eau, elle est à 4-5 degrés, le fait de vouloir aller dans l'eau, c'est déjà un dépassement. Se dire, non, mais attends, je vais quand même pas mettre le cul là-dedans, elle est glacée. Et en fait, tu as un dépassement physique de le faire, mais tu as une visualisation à faire en amont qui te permet de dire qu'est-ce que tu vas en retirer comme bénéfice, le fait d'aller dans l'eau froide, etc. Et là, tu as vraiment un dépassement mental d'aller dans l'eau et quand t'en ressors, mais je te jure, tu as l'impression d'être un guerrier, d'avoir fait le truc, mais ouf, tu te dis, j'ai été me mettre dans l'eau glacée. Et tu as vraiment un gros dépassement. Et du coup, tu as dit, tu as mentalisé 1000 fois l'Australie avant de la faire. Tu as l'impression de l'avoir déjà fait avant de la faire. Sauf qu'en vrai, la vérité de ce qui va se passer, c'est pas proche à 100% avec la réalité. Carrément. Et c'est quoi, par exemple, les éléments que tu pouvais juste pas anticiper, tu vois? T'essayes d'optimiser au maximum. Je le dis souvent, il est tellement plus simple de résoudre un problème quand tu es assis derrière un ordinateur avec une bière à la main que quand tu es en plein milieu du pays. Tu te retrouves avec des mecs en train de te pointer avec une calache, tu te dis j'aurais pu le savoir en fait en amont et j'aurais pu anticiper pour pas me retrouver dans cette situation-là. Enfin, je savais qu'il y a des mouches en Australie, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi chiant. Voilà, des moustiques. Les moustiques, quand tu attaques le territoire du Nord sur la partie mousson, ignoble. C'est-à-dire que la journée, tu as les mouches. Vers 17h30, tu as un RTT.
Donc là, tout le monde part, ils vont au bar, toi, ils prennent un coup. 1 heure après, les moustiques arrivent. Les moustiques attaquent toute la nuit. Et après, pareil, le matin, hop, il y a un roulement de tambour. 1 heure où c'est à peu près calme et les mouches rattaquent. Je dormais dans ma tente et j'étais allongé comme ça et je regardais au-dessus. Toute la toile était recouverte entièrement de moustiques. Et tu tapais, ça faisait un... Tu te fais avoir une fois, parce qu'à un moment donné, en pleine nuit, j'avais envie de pisser. Donc, Et là, bizarrement, tu sors ta combinaison Mako, même en plein désert. Avec le truc qui passe Avec par-dessus. le truc, Voilà. Sauf que à cette époque-là, aucune mais utilité regarde. d'avoir une combinaison Mako dans le désert. Bah, à moins de faire peut-être. de la sudation. Le lendemain, j'ai eu la même problématique. Il fallait que je me lève pour aller pisser. Donc j'avais gardé une petite bouteille vide. Comme ça, tu peux pisser dedans. L'avantage, c'est que tu t'en sers comme oreiller pour dormir. Et tu fais attention le lendemain matin, quand tu te réveilles, de ne pas te tromper de bouteille pour boire un coup. Parce que dans ta remorque, 250 kg, un oreiller, c'était pas... On peut pas tout avoir. Non. C'est quoi les trucs qu'il faut Ouais, avoir? c'est ça que je veux savoir. On appelle la règle des 5 C, un coupant, un couvrant, un combustible, un cordage et un contenant. Donc si tu as ces 5 choses-là, tu peux t'en sortir. De quoi allumer un feu, tu vas pas prendre qu'un fire steel, une pierre à feu, mais tu vas prendre un briquet, etc. D'autres trucs, il y en a un qui fonctionne pas bien ou si tu n'y arrives pas pour X raison. Le contenant, tu vas prendre plusieurs bouteilles, enfin voilà. Donc il faut réussir à développer tout ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo avec Rémi Camus qui est explorateur. On a passé presque 1h30, 2 heures à parler d'exploration, d'aventure en faisant du jardinage. J'ai beaucoup aimé cette activité, on l'a torché au début et après on était genre messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup Rémi. C'est moi qui vous remercie. Les gars. réseaux de Rémi dans la Vraiment, description, Rhinoshield dans la description, Très intéressant. Jordan dans la description Oui, j'y suis. et aussi un yaourt à la pêche, un lien vers un yaourt à la pêche. Génial. Je vous conseille. Et comment on finit ça? Moi je trouve que 2 oignons avec marqué Not Today et une coque Rhinoshield, il y a un truc fort quoi. Juste un plan sur ça, ça Voilà. fait réfléchir. Au revoir. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.